à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, certes, nous allons parler des méga projets lancés par l'Égypte. On parle de projets économiques, mais certainement on ne peut pas ignorer un attentat terroriste meurtrier hier qui a coûté la vie à 8 policiers. Donc on va parler de ces deux côtés et l'économie et les défis. Mais je vous propose donc tout de suite un rappel en bref des principales nouvelles de l'actualité, puisque il est 7h au Caire, donc 19h. Je rappelle donc que des funérailles militaires ont été organisées ce matin pour les 8 policiers tués hier soir par des hommes armés dans le district de Helwan, au sud du Caire. Les policiers circulaient à bord d'une camionnette lorsqu'un pick-up leur a barré la route, selon le ministère de l'Intérieur. Ces occupants ont alors criblé de balles à l'arme automatique le véhicule des policiers. Selon le ministère de l'Intérieur, l'attaque a visé un lieutenant et 7 agents. On parle d'une attaque ou d'un attentat meurtrier. Avec l'actualité, le président palestinien Mahmoud Abbas est arrivé aujourd'hui au Caire pour une visite officielle de 2 jours au cours de laquelle il doit s'entretenir avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Les deux responsables discuteront des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, notamment les efforts déployés pour relancer le processus de paix à la lumière des agressions israéliennes contre la population palestinienne. Au cours de sa visite, M. Abbas aura aussi des entretiens avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil Al-Arabi, et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. On passe tout de suite en Syrie, où des familles ont regagné leur foyer et des écoles ont rouvert dans les secteurs Baldalap après la prolongation de 72 heures de la trêve dans la deuxième ville de Syrie dévastée par les combats. Dans la province centrale de Homs, des combats étaient en cours entre soldats et Daesh près du champ gazier d'Al C'est pour l'actualité. Tout de suite, on commence donc notre édition. Je viens de vous le dire, nous allons parler plutôt économie ce soir. Nous allons parler surtout des relations privilégiées entre l'Égypte et la France. Je rappelle là que l'Égypte doit s'offrir un satellite de télécom militaire français. Aussi, il faut rappeler qu'une délégation de députés français arrive au Caire pour des entretiens avec des députés du Parlement égyptien. Je rappelle aussi que le premier Mistral vendu à l'Égypte, un Mistral français certainement vendu à l'Égypte, a pris la mer hier et samedi pour former les marins égyptiens. Il s'agit de Nasser, premier de 2 bâtiments de projection et de commandement Mistral vendus par la France à l'Égypte après l'annulation du contrat avec la Russie et qui a quitté, c'était pas donc hier, il a quitté vendredi le port de Saint-Nazaire pour une semaine de formation en mer de l'équipage. Donc on va parler des relations avec la France et des méga projets économiques lancés par l'Égypte, mais aussi on va parler du projet de l'Farafra. On connaît tous que la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré des projets à l'Farafra. Nous allons parler avec beaucoup plus de détails de ces projets donc dans cette édition de Direct. Pour commencer, je vous propose donc un commentaire et je rappelle qu'avec la nouvelle stabilité politique, l'économie égyptienne a retrouvé de l'allant et propose aujourd'hui de grandes opportunités pour les investisseurs étrangers dans des domaines divers et variés tels que l'énergie renouvelable, le transport ou la construction de routes. La France, partenaire économique historique de l'Égypte, n'y est bien sûr pas indifférent et entend accompagner le pays des pharaons dans une logique gagnant. Tout de suite, je vous laisse avec les détails dans ce commentaire signé Dalia Kalam. On se retrouve juste après, justement pour commencer la partie débat de l'émission. À tout de suite. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et la France ont atteint près de 2,58 milliards d'euros en 2015 et l'Hexagone reste toujours un des pays qui investit le plus en Égypte aujourd'hui.
La France est le 6e investisseur étranger en Égypte et nous avons l'intention de gravir encore quelques marches. C'est ce qu'a précisé le chef de l'État français lors de sa visite au Caire. Plus d'une trentaine de chefs d'entreprise français accompagnaient à ce titre le président et ont participé à un forum d'entreprise résultant sur la signature de 18 contrats et protocoles d'entente. Les précédents contrats d'armement signés avec le Caire, comme par exemple l'achat de 24 avions de combat Rafale, d'une frégate multimission de missiles et de 2 navires BPC Mistral, avaient déjà illustré la profondeur du partenariat économique et stratégique entre les deux pays, un partenariat qui s'étend aujourd'hui au domaine des transports et de l'énergie dans lesquels plusieurs contrats ont été signés. Dans le domaine des transports, le nouveau contrat de l'extension de la ligne 3 du métro du Caire pour 1,2 milliard d'euros devrait générer environ 5000 emplois et offrir de nombreuses opportunités pour les petites et moyennes entreprises françaises. Dans le secteur énergétique, le groupe français EDF a signé quant à lui 5 protocoles d'accord pour le développement des énergies bas carbone sur le territoire égyptien. 3 de ces accords portent sur le développement futur des projets d'EDF Énergie Nouvelle dans les domaines éoliens et solaires en partenariat avec le groupe égyptien Al-Suidi Electric, ainsi que le futur financement de projets solaires. Les 2 autres portent sur la coopération technique pour des projets de nouvelles centrales de production d'électricité et la mise en œuvre d'un projet de centrale à gaz par la filiale d'EDF Edison International. ALTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. ALTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre.
La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Bonsoir, c'est donc de l'économie que nous consacrons cette édition de Direct et de l'économie et des méga projets prévus, on l'espère bien, ou déjà en cours, on en est témoin certainement, mais là aussi il faut parler des défis et ce à la lumière de cet attentat terroriste qui a eu lieu hier soir à Helwan, au sud du Caire. Donc on parle d'un attentat qui a coûté la vie à 8 policiers, donc, dont un lieutenant. Donc de tout cela nous allons parler ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Adel Mahani. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie internationale et de finance à l'EBS à Paris. Bonsoir, vous êtes bienvenue. Merci. Justement, on aimerait bien parler des relations, commencer avec les relations économiques avec la France surtout. On parle de relations privilégiées, non seulement au niveau de l'économie purement, au niveau de l'armement aussi, peut-être un succès pour les deux pays. On parle aussi, si on parle politique, il y a une délégation de parlementaires français qui visite ou qui doit visiter le Caire, et donc pour s'entretenir avec des députés égyptiens. Mais j'aimerais bien commencer avec les défis à la lumière certainement de cet attentat terroriste. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est avec beaucoup de tristesse. J'ai entendu les nouvelles ce matin. Tout ce qu'on peut dire, c'est un acte lâche qui a fait perdre la vie des innocents, les gens qui se chargent de passer la nuit, surveiller, garantir la sécurité pour les citoyens, et un seul coup, cet acte lâche qui fait perdre la vie plusieurs personnes. C'est une compréhension totale. Mais ça reste toujours quand même une question, qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Est-ce que chaque fois qu'on a l'impression, on a la réalité devant nous qu'il y a le calme qui s'installe en Égypte, il y a la sécurité, on avance, et un seul coup, cet acte qui fait perturber un peu l'image. Mais je crois qu'il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à tout ça. Ces actes-là, il faut trouver le coupable, il faut le punir sévèrement, sans pitié. Mais en général, le climat il est très positif. La sécurité règne dans la rue d'Égypte, de Caire. Ça fait 2 mois que je suis en Égypte, précisément au Caire. Je me réjouis, Tout est ordonné, tout est contrôlé, il y a certaines disciplines remarquables dans la rue en Égypte, mais il y a toujours des petits perturbants qui sortent de temps en temps pour terroriser le peuple égyptien. Je crois que les citoyens égyptiens sont conscients. Et le moment est très favorable pour montrer cette solidarité entre les citoyens et les policiers. Il faut tenir, il faut serrer le coude pour faire face à ces actes terroristes. C'est vrai que vous mentionnez qu'il s'agit d'actes qui perturbent l'image un petit peu, mais c'est vrai aussi et aussi c'est très clair que ces actes visent surtout les forces de sécurité et de l'ordre, que ce soit la police ou l'armée, ce qui est vraiment triste. Mais si on parle du terrorisme qui est partout dans le monde, Paris même, où même à Paris, n'est pas épargné, donc l'Europe n'est pas épargnée. Aujourd'hui, on voit qu'en Égypte, ces attentats terroristes visent surtout les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les policiers, mais aussi l'armée égyptienne, par exemple, quand ce qui se passe dans le Sinaï, de temps à autre, dans le nord, certainement pas tout le Sinaï, le nord. Alors, est-ce que ça dit quelque chose à l'investisseur étranger, c'est-à-dire, ces attentats ne visent pas de toute façon la sécurité en général en Égypte, mais ça vise, c'est très clair. C'est dirigé vers qui? Pas du tout. Il ne faut pas non plus tomber dans les pièges de retour du terrorisme, etc. C'est loin de ça. Il faut juste prendre un peu de temps. Il
faut vérifier, il faut faire les investigations nécessaires. Est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est un mouvement qui prépare d'autres attentats ou pas? Donc il faut laisser le temps pour vérifier. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte, tout simplement? Il ne faut pas tomber dans l'euphorie de retour de tourisme, etc. C'est loin de ça. Donc il ne faut pas avancer les étapes, il ne faut pas brûler les étapes. Donner un peu de temps pour vérifier, faire des investigations, savoir les raisons, est-ce qu'il s'agit de quoi exactement. Mais en général, vous savez, vous venez citer, c'est partout dans le monde. On a soumis à tout ça à Paris, mais bon, avec un degré bien sûr différent, avec beaucoup de victimes, etc. Mais je vais dire encore une fois, c'est le moment. Il faut toujours tourner les mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Il faut exploiter le mal pour servir au bien. C'est-à-dire, c'est le moment maintenant de montrer aux citoyens le rôle des policiers, le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est la colonne vertébrale. Donc c'est normal, Quand on vise la colonne vertébrale de quelqu'un, on cherche à le paralyser. Donc il ne faut pas donner l'occasion à paralyser nos efforts. Donc effectivement, c'est le moment de serrer et le coudre et montrer cette solidarité entre les citoyens et les policiers. Nous sommes tous des citoyens, même à l'armée, nous sommes tous des citoyens égyptiens et c'est le moment de montrer cette cohésion sociale, cette solidarité entre les citoyens égyptiens. C'est vrai, ça fait 2 mois que vous êtes ici en Égypte et c'est bien aussi de savoir quelle est l'impression de ceux qui ne vivent pas parmi nous, si on peut les dire. Est-ce que vous avez vraiment pu remarquer une telle solidarité? Est-ce que vous pouvez en parler vraiment? Comment voyez-vous les gens autour de vous? Il y a d'abord l'incompréhension totale. Les gens posent des questions, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens-là, pour tuer gratuitement? Donc il y a toujours la première réaction de l'incompréhension totale, et puis avec le temps, et ça c'est le rôle des médias, pour expliquer aux gens les motifs derrière ça. Ça peut être un acte isolé, ça peut être un règlement de compte, ça peut être n'importe quoi, loin d'être vraiment un crime organisé dans un cadre appartient à un certain mouvement terroriste. Il faut donner le temps d'investigation, etc. Mais je répète encore une fois, c'est le moment de montrer l'importance de ces gens-là dans notre rue. Ils sacrifient leur vie en fait pour qu'on passe des nuits calmes, etc. Donc c'est le moment d'exploiter cet triste accident, cette triste nouvelle pour effectivement montrer à l'opinion en général à l'intérieur d'Égypte et à l'extérieur également qu'il y a quand même malgré tout il y a cette solidarité entre les citoyens égyptiens. Mais comme le rôle des médias, si on commence à expliquer ce qui s'est passé ce matin à Hilouane d'un acte terroriste, là vraiment nous on tombe dans les pièges. Nous à notre tour, on voit un message très négatif à l'extérieur. Donc il faut donner le temps. Il ne faut pas être pressé pour annoncer dans nos journaux, dans les médias, il y a un acte terroriste qui se passe aux rues d'Égypte. Il faut donner un peu de temps et expliquer, voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Ça appartient à qui, pourquoi et qui est derrière ça. On ne sait pas encore. Voilà, je pense qu'il y a un certain groupe qui s'est déclaré responsable de toute façon, puisque les détails ne sont pas tout à fait... Je n'ai pas en fait moi, tous les détails. Cette édition a été consacrée justement à l'économie, mais justement, il faut justement attendre, comme vous voulez de les dire, mais c'est le terrorisme, quel que soit qui est derrière. Donc j'imagine que les forces de sécurité essayent de faire le rôle et donc les déclarations ont insisté sur le fait que des efforts intensifs sont en cours justement pour attraper ou justement pour savoir qui est derrière cet attentat. Je passe tout de suite à l'économie. Donc on parle tout d'abord de la France et les relations avec la France. On va parler d'une façon plus ou moins générale puisque lorsqu'on parle des relations historiques avec la France était toujours un des alliés de l'Égypte et même après le 30 juin, c'était un des premiers pays qui ont justement soutenu l'Égypte, si on peut dire. Et dernièrement, on a vu le président français François Hollande 2 fois en Égypte. Il assistait aux côtés du président Abdel Fattah el-Sisi à l'inauguration du nouveau canal de Suez. Récemment aussi, il était en visite d'État.
Donc, certainement, ça reflète quelque chose. Vendredi, le Mistral, la français, est parti, justement, devrait arriver en Égypte. Côté politique, il y a aussi, comme je viens de le mentionner, sa délégation de parlementaires français ou de députés français qui doit s'entretenir avec les députés égyptiens. Qu'est-ce que ça reflète ? Ça reflète avant tout, j'ai remarqué depuis quelques mois, une sorte de bilatéralisme qui s'installe vraiment de notre politique étrangère, soit côté économique ou côté stratégique. Cet bilatéralisme s'est accentué il y a quelques mois. On voit très bien la visite de Monsieur le Président au Japon, en France. On voit aussi les visites de le roi de l'Arabie Saoudite, oui. La visite de Monsieur François Hollande, etc. Donc il y a une sorte de bilatéralisme économique qui s'affiche clairement dans notre politique économique. Aussi, de l'autre côté, il y a cette coopération stratégique. Et ça aussi, c'est important. Il y a ce qui m'a fait vraiment... je suis heureux de voir aussi l'Égypte retourne vers l'Afrique. D'accord. Vous vous rappelez, en juin 2015, il y a une grande conférence, une signature d'accords de libre-échange avec plus de 26 pays africains. Donc là, l'Égypte a commencé d'adopter cette stratégie de diversifier leurs partenaires, d'adopter ce bilatéralisme économique. Moi, ce que je vois devant moi actuellement, il y a un miracle, ce qu'on appelle les miracles égyptiens. Ça me rappelle ce qui s'est passé à Chili. Pendant les années 90, il y avait un miracle chilien. Ça me rappelle aussi, avec beaucoup de différences, bien sûr, tout ce qui s'est passé aux États-Unis après la Grande Dépression des années 30 et le rôle du président Franklin Roosevelt, comment elle a rassemblé tout le monde autour de lui, autour d'un projet économique, méga projet. Donc, on voit que l'histoire se répète. Donc, il n'y a pas de miracle. Donc, je suppose que le miracle égyptien est en train d'apparaître. Nous sommes en train de réaliser ce qu'on appelle miracle. Là, vraiment, retour à votre question. C'est vrai, la France, avant 2014, la position était un peu mitigée, il y avait certaines hésitations, etc. Mais après, à partir de 2014, je vois qu'il y a une certaine ouverture, certains retours de la France vers l'Égypte. On voyait très bien son Excellence le Président français côte à côte de notre Président lors de l'inauguration des canaux de Suez. On voit très bien la visite historique de M. Hollande il y a quelques semaines. Donc on voit très bien que la France trouve encore une fois sa place en Égypte. Et l'Égypte montre aux pays européens et tout le monde, on ouvre les bras, on est prêt de dialoguer, de coopérer, de créer cette sorte de relation gagnant-gagnant. Justement, cette logique ou cette relation de gagnant-gagnant, est-ce que ça rassure un petit peu et les Égyptiens et l'Europe, par exemple, ou l'Occident en général, sur la situation en Égypte? Pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est vrai que vous avez mentionné qu'il s'agit là d'une relation ou d'une logique de gagnant-gagnant. Et c'est vrai aussi que, par exemple, pour ce qui concerne les satellites de télécom militaires français, c'était aussi, ou c'est aussi un succès pour l'industrie militaire française, donc ou l'industrie française en général. Comment vous imaginez l'image dans les années à venir? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est gagnant, mais qui en tire le grand profit? Les choses ne s'expliquent pas à cette façon. C'est pas qui gagne plus que l'autre. Mais je crois qu'il y a quelques années, en France, on a rejeté complètement la logique ou l'approche d'une délocalisation des activités économiques. On voyait très bien avec l'ouverture et l'élargissement de l'Union européenne vers les pays de l'Est, on voyait très bien beaucoup d'investisseurs, beaucoup des entreprises qui se déplacent complètement pour s'installer en Europe de l'Est, pour profiter bien sûr d'avantages, main-d'œuvre moins chère, etc. Et là, par conséquent, c'était dramatique pour l'économie française. C'était pareil aussi avec la relation avec la Chine, par exemple.
tout ce que l'offre la Chine au niveau d'investissement, facilité, etc., ça donnait aussi une sorte de désindustrialisation en France. On va disparaître beaucoup des usines en France, partout en France. Le chômage augmente, la pression sociale, tout ça, vraiment, c'est triste. Donc, nous avons réfléchir sur d'autres façons d'investir. On a rejeté complètement l'approche des délocalisations. On parle aujourd'hui d'une sorte de co-localisation, c'est-à-dire la coproduction. La coproduction, c'est-à-dire on vient, les entreprises françaises, d'ailleurs, sont moins présentes, je regrette, parce qu'il faut mentionner aussi les choses comme il est. Il y a à peu près 120 000 entreprises françaises qui travaillent dans le domaine d'exportation, qui travaillent à l'étranger. Il y a presque 3000 qui exportent à l'Égypte, donc quand même ça reste minimal. Et aussi, il faut compter à peu près 150 ou 300 entreprises françaises déjà L'Égypte est installées. présente par les grands projets. Il y avait le métro. C'est un grand projet, c'est-à-dire ce sont de grands projets, peut-être à part les petits projets ou le commerce, si on peut dire. C'est pas ça ou... Oui, mais là, il faut séparer entre deux choses, en fait, parce que nous, on travaille, quand on parle de métro, on parle d'infrastructure, etc., on parle ici d'une politique publique, on parle d'action de l'État. Oui, vous parlez des entreprises françaises. Donc voilà, moi ce que j'ai remarqué, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui au méga projet en Égypte, les accords entre l'Agence française de développement et l'Égypte, etc. Mais je me rappelle très bien un collègue qui a écrit dans la Tribune à Paris, mon collègue Alexandre Kourdahi, il a vraiment détaillé ces méga projets, il a donné une analyse panoramique, très excellente analyse, mais quand même il ne faut pas oublier qu'il y a le rôle des secteurs privés, parce que l'économie elle ne peut pas marcher à un seul pied. Donc on a besoin toujours de partenariats public-privé, on a besoin d'action de l'État, tout ce qui est méga projet, etc. Mais il ne faut pas quand même oublier les secteurs privés. Beaucoup des pays sont avancés grâce aux activités des entreprises privées. Je souligne par exemple la Turquie, l'économie turque, elle a avancé grâce à un secteur privé très solide. Donc il faut faire un peu la différence entre ces méga projets. Vous parlez de l'économie française ou égyptienne, ou des deux? Je parle des deux en fait quand on parle de relations entre l'Égypte et la France. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je veux aussi savoir quelles sont les chances aussi pour l'Égypte, c'est-à-dire que les entreprises françaises soient présentes ici en Égypte, comment les Égyptiens vont en tirer profit? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut voir un jour qu'au lieu d'exporter, c'est le contraire, pour l'Égypte, au lieu d'importer, on aimerait bien exporter aussi, voir nos produits aussi égyptiens dans le marché français, par exemple? Là, ce ne sera pas une tâche facile. Voilà. C'est-à-dire, il n'existe pas un pays maintenant qui exporte son propre produit pour être exportable ou être compétitive. Là, c'est fini maintenant. On voit maintenant les entreprises, par exemple, qui s'installent en Chine, fabriquent, c'est made in China. Mais en même temps, c'est pas les Chinois, mais c'est les capitaux étrangers, etc., qui produisent ça. Moi, tout ce que je souhaite, qu'un jour, avec tous ces accords, cette attractivité de l'Égypte, que l'Égypte devienne un centre dans lequel les entreprises françaises et d'autres, allemandes, belges, etc., qui s'installent, qui travaillent ensemble pour fabriquer un produit fabriqué en Égypte, avec des capitaux étrangers, français, etc., mais exporté vers l'Afrique, vers les pays de Maghreb, etc. Donc l'Égypte, tout ce que je souhaite, qu'elle devienne un centre dans lequel le produit se fabrique, on fait travailler nos usines, nos jeunes, etc., et on exporte un produit pas 100% égyptien, mais avec le savoir-faire français, et allemand, etc. Donc l'Égypte pourrait être un centre dans lequel on transforme toutes ces connaissances, cet mélange de capitaux, de savoir-faire, avec l'expérience bien sûr de l'Égypte, etc., et la position stratégique de l'Égypte pour être réexportée vers l'Europe, vers l'Afrique, etc. Donc ça, c'est notre analyse. Voilà. Je crois que ça peut être plus faisable dans l'année à venir.
Là, il ne faut pas oublier aussi que l'Égypte n'est pas isolée de son contexte. Aussi, l'Égypte, c'est la porte pour l'Afrique, une position stratégique et les relations avec et les pays arabes et l'Afrique et les pays méditerranéens. C'est vraiment une position stratégique et une présence régionale assez singulière quand même, ou singulière. Donc là, c'est très stratégique, c'est très important et ça rentre toujours dans cette logique gagnant pour toutes les parties. Je passe, puisqu'on n'est pas loin, aussi puisqu'on reste avec l'économie, les hommes d'affaires, les industries et tout cela, j'aimerais passer à un autre aspect aussi de cette activité économique égyptienne. Vous avez déjà mentionné au début de votre parole, vous avez parlé que l'Égypte essaye de varier ses relations avec le monde entier. Économie, si on parle économie, c'est pareil. Là, je mentionne que des hommes d'affaires coréens étaient ici en Égypte il y a 2 jours, justement pour voir ou essayer peut-être de savoir et de se mettre sur la réalité, sur les chances pour l'économie aussi et les entreprises coréennes de s'installer en Égypte. Là, je vous invite, et vous, chers téléspectateurs, à suivre avec nous un commentaire justement sur ce point. Et je rappelle donc que le forum d'affaires Égypte-Coréen a démarré jeudi 5 mai au Caire, sous les auspices du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, le ministre du Commerce et de l'Industrie et du ministre coréen du Commerce et de l'Industrie et de l'Énergie. Ce forum, je vous le rappelle, organisé par l'Association égyptienne des hommes d'affaires, l'Association coréenne du commerce international et l'attaché commercial auprès de l'ambassade sud-coréenne au Caire s'est penché sur les perspectives de coopération économique et les opportunités d'investissement en matière d'infrastructure et d'énergie, ainsi que dans la région du canal de Suez. Je vous laisse avec les détails. Ce commentaire signé Dalia Karam. On se retrouve juste après. Le ministre du Commerce et de l'Industrie Tarek Kabil et son homologue sud-coréen ont signé jeudi 5 mai une déclaration d'intention entre les ministères du Commerce et de l'Industrie des 2 pays. En marge du forum des affaires égypto-coréen, M. Kabil a dit que cette déclaration d'intention avait pour objectif de tirer profit de l'expérience coréenne dans le domaine de développement des petites et moyennes entreprises égyptiennes dans les secteurs du tissage, de la technologie, de l'information et de l'automobile, ainsi qu'à propulser la coopération dans le domaine de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la technologie. Des équipes de travail des 2 pays seront formées pour mettre ces projets à exécution. Le forum égypte-coréen organisé par l'Association égyptienne des hommes d'affaires, l'Association coréenne du commerce international et l'attaché commercial auprès de l'ambassade sud-coréenne au Caire s'est penché sur les perspectives de coopération économique et les opportunités d'investissement en matière d'infrastructure et d'énergie, ainsi que dans la région du canal de Suez. M. Kabil a ajouté qu'un accord a été conclu avec son homologue sud-coréen pour élever le niveau de représentation au sein du comité commercial conjoint allant du niveau de haut responsable à celui des ministres. Les réunions de ce comité se tiendront à titre annuel dans les 2 pays par alternance. La prochaine réunion est prévue au début 2017 à Séoul. Le président Al-Sisi avait effectué en mars dernier une visite de 3 jours en Corée du Sud pour des entretiens avec la présidente Park Geun-hye. Les 2 dirigeants avaient discuté des moyens de stimuler la coopération sur un large éventail de questions, telles que le commerce, les infrastructures et la construction, ainsi que la culture et l'éducation. Séoul était témoin de la signature du premier prêt sud-coréen à l'Égypte d'une valeur de 115 millions de dollars pour financer une mise à niveau du système de signalisation du chemin de fer entre les gouvernorats de Kenna et Luxor en Haute-Égypte. La 9e session du Conseil d'affaires égypte-coréen a été inaugurée jeudi en Corée du Sud. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à la 9e session du Conseil d'affaires égypte-coréen. 30 hommes d'affaires égyptiens participaient à cette session aux côtés d'un certain nombre de sociétés égyptiennes. Entre 100 investisseurs égyptiens et coréens
représentant les grandes entreprises et les chefs d'union économique et commerciale dans les deux pays ont discuté des opportunités d'investissement pour la coopération économique conjointe. Le Conseil a en outre discuté des perspectives de la coopération économique et des moyens de renforcer le commerce et les investissements entre l'Égypte et la Corée, en particulier à travers les opportunités d'investissement en Égypte dans des projets comme le projet de développement de l'axe du canal de Suez et d'autres projets d'infrastructure. Donc c'est vrai que nous allons parler de cette visite des hommes d'affaires coréens en Égypte. Certainement on parle de la Corée du Sud, mais justement on aimerait bien revenir sur les relations avec la France. On parle surtout de l'activité ou des horizons d'investissement français en Égypte et les relations économiques avec la France. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hassan Behnem, conseiller de la Chambre de commerce franco-égyptienne. Bonsoir, M. Hassan. Bonsoir, M. Hassan Behnem. Justement, nous avons ici Dr Adel Mahani, professeur d'économie internationale à l'EBS. C'est vrai qu'il a salué une activité dans les relations économiques entre l'Égypte et la France, mais il a regretté une présence pas très importante des entreprises françaises en Égypte. Comment voyez-vous la présence française en Égypte aujourd'hui à la lumière justement de ces nouveaux projets ou de cette nouvelle page qu'ouvre l'Égypte? Écoutez, tout en saluant votre invité, dont je partage des opinions, je voulais juste vous dire que les relations entre la France et l'Égypte sont très bonnes sur tous les plans, notamment sur le plan commercial. Nous avons à présent plus de 130 sociétés françaises qui sont implantées ici en Égypte et qui emploient presque 3000 personnes. L'Égypte est un pays important pour la France. Monsieur François Hollande, qui était en visite ici le 17 au 19 avril, l'a dit à plusieurs reprises. Oui. Le Premier ministre Manuel Valls, qui était ici le 10 octobre dernier, l'a répété également que la France est un partenaire important de l'Égypte et que l'Égypte est un partenaire stratégique pour la France. Donc, vous avez bien vu que suite ou pendant la visite de M. Hollande, il y a eu plus de 25 protocoles d'entente et d'accords qui ont été signés. Les investissements français actuellement en Égypte se montent à environ 4 milliards d'euros. Les échanges commerciaux, à mon avis, ne sont pas au niveau des bonnes relations. Ils sont de l'ordre de 2,6 milliards d'euros. Je pense que ça va augmenter, pas dans les années, mais dans les mois à venir. Parce que M. Hollande est venu ici avec une forte délégation d'hommes d'affaires de plus de 70 personnes de tous les domaines. Et ils ont bien écouté autant le président Abdel Fattah el-Sisi que les ministres concernés de l'industrie, de l'investissement égyptien, de la coopération internationale. Et ils sont conscients du potentiel qu'il y a sur le marché égyptien, des grands projets, notamment au canal de Suez, que ce soit la vallée technologique d'Ismaïlia, l'extension de la capitale ou bien la capitale administrative. Donc il y a beaucoup de projets. Oui. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est que l'Égypte, par sa position géographique, permet aux investisseurs français et autres que français, à tous les investisseurs, d'utiliser l'Égypte comme une plateforme pour réexporter, notamment vers l'Afrique, qui est un grand marché pour l'avenir. Très bien. Si on parle de projets à venir et si on parle avec beaucoup d'optimisme des relations entre l'Égypte et la France, selon vous, qu'est-ce qui manque justement pour concrétiser les projets ou si je peux dire même les rêves d'une présence française encore plus importante ici en Égypte? Je parle par exemple des lois ici en Égypte, de l'ambiance générale. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui nous manque, si on peut dire, ou qu'est-ce qui encourage davantage?
Écoutez, je vais être très franc. Oui. Il y a 2 ou 3 points essentiels que les investisseurs essayent de résoudre. Le premier point, c'est la sécurité et la stabilité de l'Égypte. J'estime personnellement, à part quelques incidents qui arrivent comme ça arrive dans le monde entier, que la stabilité et la sécurité sont de retour en Égypte, relativement. C'est beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans. Ça, c'est un fait. Donc, ils sont aujourd'hui beaucoup plus assurés, sûrs d'eux-mêmes concernant la sécurité et la stabilité. Deuxième point que vous avez mentionné à juste titre, c'est la bureaucratie, les douanes, les lois. Et donc, là, ils ont besoin, les investisseurs français, comme tous les investisseurs qui sont intéressés par le marché égyptien, ils ont besoin d'assurance concrète pour qu'ils puissent venir s'installer, produire, écouler leurs marchandises ou exporter et réexporter. Donc ça c'est les 2 points principaux d'après moi qui font qu'il y a une certaine réticence. Mais à vrai dire, quand on voit les autorités concernées qui sont en train vraiment de travailler d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes, je suis personnellement optimiste quant à l'avenir. Je pense que petit à petit, vous savez, ce n'est pas un bateau magique, ça va prendre du temps, mais je crois que l'Égypte est sur la bonne voie pour ouvrir son marché de 90 millions de consommateurs potentiels au monde entier. Très bien. Juste un dernier point. Vous avez mentionné peut-être la stabilité. On essaye. Donc, c'est tout un processus. Mais donc, pour nous, Égyptiens, on est plus ou moins rassurés. Donc, on espère bien que le côté français aussi, ou les autres côtés, soient aussi rassurés que nous. Mais l'autre point que nous touchons tous, c'est la bureaucratie. En fait, une délégation d'hommes d'affaires aussi a accompagné le président français. Donc, est-ce que c'était l'occasion aussi de parler de ce point avec les responsables égyptiens? Aussi, une délégation de députés français doit s'entretenir avec des parlementaires égyptiens. Est-ce que c'est aussi l'occasion de parler de ces points, de la bureaucratie, des lois, des horizons de l'investissement? Je présume, je ne suis pas dans le secret, je présume que ces sujets ont été abordés, naturellement. À vous dire la vérité, je n'étais pas présent quand M. Hollande a rencontré le président du Parlement. Donc je ne peux pas savoir ce qu'ils se sont dit sur ces points spécifiques. Mais il n'y a pas de doute que pour pouvoir avancer, il faut enlever certaines barrières. Et ce que vous avez mentionné sont des barrières malheureusement, mais c'est en train de tomber petit à petit, ces barrières tombent. Encore une fois, il faut du temps. On ne peut pas changer quelque chose du jour au lendemain. Je ne vais pas entrer dans les détails d'autres revirements de situation dans le monde, des crises en Amérique latine, même au Moyen-Orient. Ça prend du temps pour rétablir les choses. Mais soyons confiants, croyons en l'Égypte, soyons optimistes pour l'avenir. Et moi, je suis persuadé qu'on y arrivera, mais avec de la patience. Merci beaucoup, M. Hassan Behnem. Vous êtes conseiller de la Chambre de commerce franco-égyptienne. Merci beaucoup de votre intervention et de vos précisions. Je retourne à vous, Dr Adel Mehani. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire, justement, à commenter les propos de M. Hassan Behnem? Quand on analyse la situation de relations franco-égyptiennes, c'est bien de mettre les choses d'une façon positive. Il y a quand même d'avancement, il y a des progrès, etc. Mais je préfère toujours le regard panoramique. C'est-à-dire quand on parle d'investissement français en Égypte, on cite quelques 4 milliards d'euros. Mais quand on regarde un peu plus loin, les investissements français au Maroc, par exemple, ça dépasse 11 milliards d'euros. Donc on a encore des choses à faire. C'est la question maintenant, c'est la compétitivité de l'Égypte. Ce n'est pas les relations historiques, etc. avec la France. Mais nous ne sommes pas seuls. La France, elle a beaucoup de partenaires. Et plus
qu'on devient séduisant plus, qu'on attire plus les investissements. C'est vrai, la question de bureaucratie, etc., les guichets uniques, tout ça, c'est à traiter, mais je ne crois pas qu'on a besoin de beaucoup de temps pour régler ça. Il faut pas, on n'a pas le confort du temps, comme disait notre président Sissi. Donc il faut vraiment aller trop loin, trop vite pour enlever tous les obstacles bureaucratiques, etc. Cette histoire des guichets uniques. Mais je reviens encore une fois à ce qu'il disait M. Behnam, ça reste toujours beaucoup de choses à faire. Augmenter notre compétitivité, notre séduction. Il faut être séduisant pour les investisseurs étrangers. Ce n'est pas uniquement la France, mais d'autres pays. Moi, j'en profite, en fait, si vous me le permettez, aussi pour parler de cette délégation d'hommes d'affaires coréens qui ont visité l'Égypte de la Corée du Sud, certainement. Justement, on a entendu parler d'une déclaration d'intention entre les ministères du commerce et de l'industrie des deux pays, mais pas de projet concret. Et là aussi, je rappelle que le président El-Sisi avait effectué en mars dernier une visite en Corée du Sud dans le cadre d'une tournée asiatique. Justement, on n'est pas loin, lorsqu'on parle d'un autre partenaire, que ce soit la France ou un autre partenaire, peut-être les mêmes défis. C'est vrai, mais je regarde toujours globalement des choses, parce que sur mon métier, en fait, je ne travaille pas avec un seul pays, où j'analyse seulement l'économie égyptienne ou les relations bilatérales, etc. Mais voyons, le monde change. Voyons l'homogénéité internationale, mondiale, maintenant, ça recule. C'est-à-dire les seuls pays le plus puissant du monde, c'est-à-dire les États-Unis, a commencé à reculer. Il a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes économiques, etc. Donc le monde change. Donc ce pays, par exemple le Japon, la Corée du Sud, la France, etc., on est en train de chercher d'autres partenaires, sortir un peu de l'ombrella des États-Unis. Donc ce qui se passe aujourd'hui, la visite de nos partenaires de la Corée du Sud, c'est quelque chose de très important, mais il faut aussi revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est comment séduire les investisseurs coréens. C'est vrai, il y a des lettres d'intention, il y a la bonne volonté, etc. Mais comment fait-on pour traduire tout ça dans un réel projet qui touche les citoyens de la rue, qui touche les jeunes qui cherchent un travail, qui touche, qui réouvre les usines fermées. Tout ça, c'est important, mais il faut vraiment réaliser à court terme, parce que à long terme, nous allons tous mourir. Donc, nous avons besoin actuellement, à côté de ce méga projet, à côté de cette stratégie à long terme, malgré son importance, on a besoin aussi des actions à court terme. On a besoin vraiment de montrer aux citoyens qu'il y a d'amélioration. Leur vie se touche d'une façon positive. Mais j'ai salué, en fin de compte, j'ai salué toutes ces relations, toute cette ouverture de l'Égypte, et c'est normal, tout à fait normal. Mais autour de nous, le monde change. Autour de nous, tous les pays cherchent, pas uniquement l'Égypte, ils cherchent d'autres partenaires que les États-Unis qui ont une difficulté actuellement à cause de ces problèmes intérieurs, à cause de ce qui s'est passé depuis la crise financière, des parenthèses ici, parce que si une délégation égyptienne de responsables en fait égyptiens étaient à Washington justement pour aussi des rencontres avec des hommes d'affaires américains, c'est-à-dire qu'on essaie de sortir un petit peu de ce que vous avez appelé umbrella, mais on ne s'éloigne pas complètement. On essaye justement, comme vous l'avez peut-être mentionné au début, de varier les relations. Vous me permettez, puisqu'on a un dernier commentaire, vous avez parlé des actions à long terme, mais aussi à court terme. Là, je dois rappeler donc ce méga projet de l'Farafra, et je rappelle que le méga projet de bonification d'1,5 million de FEDAN vise à étendre les terres agricoles égyptiennes. Et ça, c'est un projet justement stratégique d'une importance vraiment très particulière pour l'Égypte. On parle de ce projet à Farafra, dans la nouvelle vallée. Ce sera en effet un exemple d'un village complet, doté de stations d'eau potable et d'électricité. Ce projet contribuera efficacement à réduire une pénurie alimentaire et à augmenter la zone peuplée à travers la création de nouvelles agglomérations. On l'espère bien. Le président ici était lui-même à Farafra justement pour le coup d'envoi de ce méga projet. On suit ce commentaire signé Dalia Karam. On se retrouve juste après.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné jeudi le coup d'envoi à la moisson du blé cultivé dans le cadre du projet de bonification de 1 500 000 fédans à Farafra dans la Nouvelle-Vallée. Le président a évoqué l'extrême importance de ce méga-projet national ainsi que d'autres projets de développement en cours d'exécution dont les coûts s'élèvent à des milliards de livres égyptiennes. À la tête de ces projets figure la bonification de 1 500 000 fédans, l'installation de nouveaux réseaux de routes de par la République, l'établissement des stations d'épuration de l'eau et de nouvelles stations d'électricité, ainsi que le méga-projet du développement du Sinaï et de la zone du canal de Suez. Le projet de bonification d'1,5 million de fédans a pour objectif de réduire la pénurie alimentaire et d'accroître la zone peuplée à travers la création de nouvelles agglomérations, a souligné le président. Tous les Égyptiens sont invités à venir y travailler après que nous aurions réglé tous les problèmes dus à la bureaucratie et à la corruption, a fait savoir le président. 1000 puits ont été creusés et suffiront pour la culture de 400 000 fédans, a ajouté Al-Sisi. Nous avons besoin de 60 milliards de livres égyptiennes pour l'aménagement de 1 500 000 fédans, a indiqué le chef de l'État, ajoutant que le projet sera totalement terminé dans l'intervalle de 4 ans. Évoquant ensuite le nouveau réseau routier, le président a indiqué que 5000 km de nouvelles routes avaient été achevées, ainsi que 135 ponts qui deviendront 150 en fin d'année à un coût total de 80 milliards de livres égyptiennes. Le principal objectif est de faciliter la vie des citoyens, contribuer au développement et attirer les investissements grâce à des infrastructures développées dignes du pays. Le président a également évoqué le projet national du développement du Sinaï, soulignant que plus de 30 milliards de livres égyptiennes avaient été versés jusqu'à présent dans ce méga-projet. Il a fait état de l'installation de fermes piscicoles, de 15 usines de marbre et 2 pour le ciment, d'une zone industrielle et d'une autre agricole d'une superficie de 200 000 fédans et de stations de traitement de l'eau pour assurer l'eau potable à l'agriculture au Sinaï. Le chef de l'État a par ailleurs signalé l'achèvement d'un projet de logement social qui servira à au moins 600 000 citoyens. Le président a ajouté que le pays avait adopté un plan visant à résoudre le problème de bidonville à travers la construction de 50 000 unités de logement. En ce qui concerne le projet national d'électricité, le chef de l'État a indiqué que la production d'électricité qui atteignait 27 000 MW avait doublé. 7 nouvelles villes sont en cours de construction, a également déclaré le président Al-Sisi, qui après son allocution a effectué une tournée d'inspection dans les régions où sont cultivés le blé, l'orge et les fruits. Le chef de l'État a inspecté le projet de production de l'énergie solaire à Sahel Barak et Al-Farafra, qui servira au projet de bonification des terres et aux habitants du gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Le Sisi a inspecté la station de dessalement de l'eau destinée à l'irrigation des terres agricoles et a assuré les besoins domestiques. Le coût de ce projet s'élève à 42 millions de livres égyptiennes. Le président Sisi a aussi inspecté les nouveaux réseaux de drainage sanitaire. Retour à vous, docteur Adel Mehani. Juste quelques petites minutes pour commenter ce commentaire. On parle de méga projet, 1,5 million et 500 000 de fédans. Juste une partie de ce méga projet de bonification de terrains agricoles, beaucoup de projets d'infrastructure. On voit les nouveaux chemins, les routes et ainsi de suite. Aussi un nouveau projet un projet pour le développement du Sinaï. Comment voyez-vous toute je ne sais pas dire, cette activité, comment vous trouvez tous ces projets? C'est formidable. C'est vrai. C'est formidable et ça me donne aussi le droit, si j'ai le droit, d'annoncer d'ici, dans votre studio, aux Égyptiens qui vivent à l'étranger, aux investissements, aux épargnes des Égyptiens qui se lèvent actuellement à plus de 70 milliards de dollars. Argent bloqué dans les banques européennes et d'autres. C'est le moment maintenant. C'est le moment d'investir en Égypte, de partager ces méga projets, de dire oui, on est là. C'est aussi notre message aux nos jeunes qui quittent l'Égypte. Parce
qu'on en a marre de rester ici. Travailler, exploiter, être exploité dans un autre pays. Au lieu de partir et quitter l'Égypte, vous voyez, il y a des millions de feddan, d'hectares qui sont en train de se préparer pour vous. Au lieu de partir et quitter votre pays, partir au Frafra, partir à droite, à gauche ici, pour donner, pour participer à cette formidable production. Vous pouvez dire aux Égyptiens de patienter un petit peu, parce qu'aussi, il y a beaucoup de défis au niveau économique pour les Égyptiens aujourd'hui. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir? Est-ce que vous les conseillez de patienter un petit peu pour voir le fruit de ces projets? Je ne sais pas où ça devient cette impatience des citoyens égyptiens, parce qu'apparemment, par nature, nous sommes patients. Vous voyez, les pyramides, par exemple, on a mis beaucoup de temps pour construire les pyramides, etc. Cette impatience, c'est un peu bizarre pour la mentalité des Égyptiens. On est connu pour notre patience, pour notre volonté de faire des miracles. Donc, aujourd'hui, être impatient, ce n'est pas la solution. Au contraire, c'est intégrer cette opération, ce processus d'avancement, ces méga-projets, être dedans. Je rejette d'être spectateur devant tout ça. Donc il ne faut pas être spectateur. Ce gens qui nous voient aujourd'hui, qui regardent tout ça dans les télévisions, dans les journaux, etc. Il ne faut pas recevoir juste des informations, on a fait des méga-projets, on fait ça. Mais il faut rentrer dans les jeux, il faut rentrer dans les cadres, il faut donner la productivité, la patience et l'espoir. L'espoir d'achever le miracle égyptien. Je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de meilleur mot justement pour terminer cette édition. Je vous remercie infiniment et d'avoir été parmi nous ce soir et de vos précisions. Merci beaucoup à vous, Dr Adel Mehani, professeur d'économie internationale et de finance à l'EBS Paris. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.